Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée à l'art, aux artistes et aux liens qu'ils entretiennent avec la judéité, l'histoire et la condition juive. Cette première émission est enregistrée dans le contexte de l'après 7 octobre. Elle ne peut pas ne pas avoir de lien avec les drames et les images qui ont blessé le corps, l'esprit et les yeux. Dans ce cadre, l'art que nous interrogeons aujourd'hui est parfois une réponse au drame. Il permet la formation d'un nouveau regard, d'une nouvelle manière d'appréhender la matière du monde. Nous aurons en tête la phrase de Mark Rothko, tirée de ses écrits, « Et une époque comme la nôtre, qui requiert de regarder les réalités bien en face, ne nous autorisera pas le plaisir du narcotisme. » Pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnes. Pascale Samuel, notamment, conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour l'art moderne et contemporain. Merci de votre présence. On peut voir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme notamment l'œuvre restituée de Chana Orloff, intitulée L'enfant Didi, œuvre spoliée, réapparue il y a quelques années sur le marché de l'art et qui a engendré une longue lutte juridique pour sa récupération. Vous avez aussi participé au catalogue Sculpter l'époque de l'exposition Chana Orloff au musée Zadkine. Nous recevons également Aurélie Mossé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, chercheuse et enseignante à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Vous publiez L'accent fantôme et autres impressions séfarades aux presses universitaires de Vincennes. Et Izzy Morgenstern, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et réalisateur et vous avez notamment consacré un film documentaire à l'œuvre de Mark Rothko intitulé Mark Rothko, un humaniste abstrait. Merci de votre présence à tous les 3. Alors nous allons commencer par interroger tout d'abord les parcours, les formations des uns et des autres et notamment dans cette formation les liens à l'héritage juif, culturel et cultuel, à la judéité et aussi à la condition juive historique. On pourrait commencer avec Mark Rothko parce que c'est assez marquant justement dans son parcours, dans son éducation. Il me semble, et vous me dites si je me trompe, que c'est le seul enfant de sa famille à avoir reçu une éducation religieuse, à avoir appris notamment le Talmud. Et donc la Bible, le Talmud, puis ensuite la Kabbale, absolument. À la suite d'un événement pour le moins traumatisant, c'est la révolution de 1905. Ils habitaient à côté de la Biélorussie actuelle, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Dvinsk, et maintenant Daugavpils. Et ça leur a fait extrêmement peur. Donc se préparer à déménager, à partir aux États-Unis, c'est-à-dire à migrer. Et le dernier enfant de la famille, les parents l'ont mis au cheder, alors que les autres avaient reçu une éducation, on va dire, juive laïque. Laïque, oui. Et il a étudié les vieux grimoires, pour citer Lévinas, de l'âge de 3 ans à 10 ans, quand il est parti aux États-Unis. Et après, il a continué à travailler là-dessus, avec des rabbins ou à titre privé. Et pour terminer, il a enseigné dans une école juive à Brooklyn. Il est parti à New York dans un deuxième temps, pendant 23 ans. Et il avait affaire à des gosses à qui il enseignait l'illustration de thèmes bibliques. Donc dans ce cadre-là, c'est intéressant parce que est-ce qu'on peut estimer que cette étude des textes talmudiques a eu une influence sur son art, en tout cas sur son enseignement, s'il faisait des illustrations de la Bible, sans doute? Moi, j'estime, je suis obligé de dire moi, parce que je suis très lié depuis que j'ai commencé à faire le film, il y a 20 ans, avec le fils du peintre Christopher Rothko, et il pense à peu près le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une ligne continue dans son œuvre, qui bien entendu est marquée par le fait qu'il est juif, mais il n'y a pas de rupture en 47, et il ne se rallie pas, ce que je crois, à un programme esthétique issu du judaïsme. Ça court pas les rues, les programmes esthétiques qui sont issus du judaïsme. Si la question vient, j'en parlerai, mais la couleur, le flou, et comme il était un très très bon connaisseur du judaïsme, et pour terminer là-dessus, après la guerre, quand il a appris que toute sa famille restée en Lettonie avait été massacrée, y compris par les voisins, on connaît l'histoire, et que l'universel des Lumières avait failli, en tout cas c'est son point de vue, il est passé à autre chose. C'est-à-dire il a cherché une référence autre
que l'universel des Lumières, qu'il a, mais on en parlera, j'imagine, exploité constamment jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire ses œuvres étaient destinées à employer le langage de tous pour rassembler le plus grand nombre. Oui, c'est ça, la recherche d'un langage universel. Mais oui, on y reviendra évidemment. Évidemment, il y a l'avant et l'après-guerre qui changent tout aux conditions de l'art, à la condition juive et aux conditions de l'art. Je vais continuer le tour de cet héritage, et notamment avec Chana Orloff et vous, Pascal Samuel. L'héritage juif est moins positif dans les textes. Est-ce qu'il y a une opposition à cet héritage religieux? Est-ce qu'il y a une opposition à l'orthodoxie? Parce que c'est une femme libre. Quelles sont les données juives de Chana Orloff dans un premier temps? Je pense peut-être qu'il faut commencer par raconter son histoire, comme vous venez un peu de le faire avec Rothko. C'est-à-dire que son histoire, c'est finalement traverse le XXe siècle, hein, dans tous ses rebonds dramatiques. Elle est plus âgée que Rothko, hein, elle naît en 1888 dans l'Ukraine actuelle, et en 1905, sa famille quitte l'Ukraine et va s'installer en Palestine. Donc il y a un premier départ, un premier exil. Et puis ensuite, en 1910, elle est couturière, elle veut se perfectionner en couture, elle décide de se rendre à Paris. Donc il y a un deuxième exil. Là, elle arrive à Paris en 1910, et puis finalement, elle rentre chez Paquin comme apprentie, ce qui est déjà pas mal. Et puis elle se rend compte qu'elle a quand même un vrai talent, une vraie appétence artistique. Et là, elle choisit d'aller plus loin que la couture. Elle s'inscrit... Elle va passer le concours de l'école des arts décoratifs, qui est à l'époque gratuite et ouverte aux filles. Et puis là, elle se positionne comme artiste. Donc oui, en effet, c'est une femme libre. C'est une femme en même temps qui reste consciente de son histoire, de son parcours. Être artiste, comme pour Matt Rothko, c'est aussi se dégager de certaines contingences, sans oublier, je crois, qui on est. Et Chana Orloff ne va pas oublier qui elle est, ni son histoire, ni sa culture, et on retrouve, même si c'est pas au centre de son travail, très régulièrement des sujets qui nous renvoient à l'histoire juive. Alors, ça peut être des thématiques bibliques, puis on en reparlera peut-être, c'est aussi toute la sociabilité, c'est-à-dire ceux qu'elle fréquente, puisqu'elle va devenir une des plus grandes portraitistes, sculptrices et portraitistes parisiennes, et donc ceux qu'elle voit à Paris, ceux qui viennent fréquenter son atelier, c'est le milieu intellectuel de Montparnasse, et c'est aussi beaucoup... d'écrivains, d'artistes, de psychiatres juifs qui sont à Paris soit provisoirement quand ils partent d'Allemagne, soit de manière plus pérenne. Voilà. Donc c'est un parcours, je dirais, un peu finalement... elle est de la même génération que Chagall, à quelques années. Elle est de la même génération que Zadkine. Il faut trouver une voie de la liberté, une voie d'une expression qui soit personnelle, à un moment où on est au début des avant-gardes à Paris, hein, au début du cubisme, au début de l'abstraction. Elle s'en inspire, elle s'en nourrit, mais elle garde une voix qui lui est propre. Mmh. Est-ce qu'il y a une dimension dans cette liberté qu'elle incarnait aussi, qui est issue de cette politique, de cette nouvelle politique d'autonomie juive en Palestine vers laquelle ils vont, parce que c'est un geste qui est particulier, qui est significatif. Ils auraient pu aller vers la France directement, et ils choisissent de s'installer dans le foyer juif en Palestine. Est-ce que ça, je pense que ça peut compter dans son œuvre plus tard, parce qu'il y a elle gardera toute sa vie un lien très fort avec Israël. C'est-à-dire, sa famille est quand même là-bas jusqu'à aujourd'hui. Une partie de la famille Orloff vit en Israël. On y reviendra peut-être. Donc oui, elle garde un lien très fort dans ses amitiés et dans ceux qui viennent fréquenter son atelier, puisqu'elle va, dans les années 20, à partir du moment où elle va réussir, elle va ouvrir un atelier, elle va se faire même construire un atelier par un architecte très à la mode à ce moment-là qui s'appelle Auguste Perret. Elle se construit un atelier dans le 14e Villa Seurat, au 7 bis. Et là, elle reçoit aussi des intellectuels, des hommes politiques de Palestine, puis ensuite d'Israël. Et puis, elle y retourne très, très fréquemment. Elle partage sa vie après-guerre entre la France et Israël. Elle fait notamment, à la Villa Seurat, il y a un très beau buste de Bialik. Voilà, elle fait notamment un buste de Bialik. On va dire, dans l'équilibre, elle fait Bialik, en même temps, elle fait Edmond Flegg.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a toute cette culture juive qu'on retrouve, très intéressant. C'est vraiment, en voyant qui a la portraiturée, on retrouve tout le milieu intellectuel juif parisien de l'entre-deux-guerres. Oui, donc ça ressort plutôt dans des figures et dans ces portraits que, quand même, les œuvres juives liées à la judéité de Chana Orloff, elles sont rares, mais elles sont chargées, malgré tout. Elles viennent à des moments très précis. Alors, ce qui est intéressant, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est une des premières sculptures qu'elle réalise, et on a une très belle photographie d'elle en train de la faire, en train de sculpter le bois, c'est un prophète. Voilà. Oui. On est en 1910, c'est une de ses premières, 1912 précisément, et un de ses prophètes. C'est un prophète en bois, et c'est une sculpture qu'elle va garder à l'atelier toute sa vie. Qu'on peut voir au musée Zetkin. Ne vendra pas. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, on retrouve par exemple par petites touches des thématiques. Par exemple, juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, même 1939, elle sculpte une grande sauterelle. Voilà. On peut penser au diplé d'Égypte. Enfin, c'est à sa manière, cette façon comme ça, très très délicate, très. Oui, voilà. Oui. Je pensais, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a l'œuvre qui s'appelle Déborah, vous vouliez en dire un mot. Et puis il y a un chandelier aussi que j'ai vu à la Villa Sera, qui est très beau, qui est extraordinaire et qui est assez inattendu. C'est un des rares objets, parce qu'il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de maternité, il y a des animaux, il y a un bestiaire, mais c'est un des rares objets que j'ai vu de Chana Orloff, où j'imagine qu'il y a quand même une charge. Et qui est là aussi un objet qui est resté à l'atelier. Donc le prophète reste à l'atelier, Déborah reste à l'atelier, le chandelier reste à l'atelier. Comme des œuvres qu'on fait presque pour soi. Vous, dans votre livre, qui est extrêmement intéressant, vous commencez à parler de la judéité comme d'abord d'un refoulé que vous allez retrouver. Et vous dites que vous allez relire votre œuvre, votre pratique de production artistique ou de design, à partir de la réémergence de ce refoulé. Alors d'abord, donc ça c'est très intéressant, donc ce refoulé juif et cette histoire juive qui est absente et présente à la fois. D'abord, comment est-ce que ça a réapparu? Quelles ont été les conditions de réapparition de ce refoulé, en quelque sorte? Alors il y a toujours eu un nom juif, mais c'était à peu près tout. Et le cheminement qui m'a amené à cet ouvrage, je pense, il est passé par des années d'expérience à l'étranger, 8 ans en Angleterre et au Danemark, donc peut-être en creux une condition d'exil choisi qui prête à se questionner un petit peu plus sur ses racines, mais plus précisément, c'est à vrai dire quelqu'un qui m'a posé une question sur ma relation à la mort dans un soin d'acupuncture, et c'est ça qui a véritablement, ou disons ma réaction à cette question-là, qui a enclenché cette réflexion-là, qui s'est étalée dans le temps long et qui m'a permis cette relecture de mon travail, même s'il y avait, je crois, au préalable ou plus ou moins à la même époque, déjà des intuitions ou des retours qu'on m'avait fait qui auraient pu me guider de manière plus consciente là-dessus au préalable. Vous avez cette expression, vous dites qu'il faut démêler les fils du silence et de l'oubli. Donc vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un oubli pendant trop longtemps, ou une espèce de silence, et qu'il vous fallait faire parler ce silence à partir de ce moment-là? Oui, parce que je me suis jeune posé beaucoup de questions sur la religion. Je suis issue d'un mariage mixte entre une catholique et une protestante, où ces questions-là se posent sans lien direct à la judaïté, mais je porte aussi un nom juif, et donc ces questions me sont revenues en mémoire, et puis ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement je ne savais rien, on ne m'avait rien transmis de ses arrière-grands-parents. Si ce n'est qu'ils avaient été déportés. Et donc j'ai envie d'en savoir plus, quelles étaient leurs origines, leurs histoires, leur parcours de vie, tout simplement. Et j'ai pu le reconstruire à partir de recherches généalogiques que d'autres avaient fait, mais aussi en questionnant très directement mon grand-père, qui est l'héritier direct de cette famille-là. Et par les lectures aussi, en reconduisant un peu l'univers, l'époque dans laquelle ils avaient vécu. On reviendra sur la manière dont ça s'imprime directement sur l'art et sur la pratique artistique. Et justement,
je voudrais revenir maintenant sur cette dimension du drame. Vous parliez de la déportation de vos grands-parents, dont vous ne saviez pas grand-chose finalement, hormis le fait de cette déportation. Donc nécessairement, ce savoir qui revient change sans doute quelque chose à la pratique et à la manière même de se positionner dans l'existence. Et je pensais, pour Rothko et Chana Orloff, c'est aussi, c'est sans doute très évident aussi, cette fuite des pogroms a dû changer quelque chose à leur positionnement dans l'existence. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel, dans l'exposition, il y a une exposition en cours à la Fondation Louis Vuitton, on n'insiste pas tellement. J'ai l'impression que c'est quand même une dimension qui est parfois occultée et qu'on devrait un peu plus creuser pour comprendre l'émergence d'œuvres aussi marquantes, parce qu'il y a une recherche d'une nouvelle vision des choses, et donc ça vient pas de nulle part. Et surtout, en lisant la biographie de Breslin, j'ai appris qu'il y avait une image qui hantait Rothko, et qui était une image d'un récit des pogroms produits par les Cosaques, qui faisait creuser des tombes à leurs victimes avant de les tuer. Et Rothko dit que cette image rectangulaire l'a hanté. Et sans doute l'image, c'est un rectangle qu'on retrouve évidemment dans son œuvre. Donc est-ce que vous diriez que cette condition-là, parce que là c'est plus la judéité en tant que telle, c'est pas les textes, c'est vraiment la condition juive, là, de persécution, de violence aussi, qui doit être pas tant que ça. Conjurée. Rothko est pas un juif né de l'antisémitisme. C'est un juif qui est né dans une famille juive, bien qu'il parlait l'hébreu, le yiddish à la maison. Et il racontait, mais son frère qui était là, le dément, la cicatrice qu'il avait sur le nez, c'était des Cosaques lors d'un pogrom qu'il avait fait. Or, son frère se dit, on n'a jamais eu de Cosaques à la maison. Il y a donc jamais eu. Il avait ce tourment, ou cette parano juive, mais elle se traduisait plus par le fait que c'était un destin, et que ce destin, c'est celui d'un peuple séparé, et pas tant d'un peuple poursuivi. Évidemment, ce peuple séparé était poursuivi. Mais sa stratégie picturale dans les œuvres classiques, colorées. Avant, non. Avant, on va dire, il peignait comme tout le monde. Il faisait, et ça se voit quand on voit l'expo. Et puis d'un seul coup, hein, il va chercher ailleurs quelque chose qui lui est propre, qui lui est privé. Donc les nuées, le fait que ces tableaux sont flous, ils étaient pratiquement pas flous. Dans la toute dernière période de l'après-guerre, les multiformes commencent à être un peu flous. Mais en fait, c'est ceux-là qui sont flous, c'est-à-dire les tableaux colorés. Et le flou, c'est l'épiphanie divine. C'est la rencontre entre Moïse et Dieu, en haut du mont Sinaï, dans la nuée. Et la nuée, il y a un ami malheureusement décédé maintenant, Charles Mopsic. J'avais travaillé avec lui sur le film. Il m'avait dit, est-ce que tu sais ce que disent les mystiques juifs sur la nuée, sur le flou? Alors, je m'en doutais, mais je voulais qu'il me le dise mieux. Il m'a dit, c'est l'endroit où le fini rejoint l'infini. Et là, on est tout à fait dans l'inquiétude de Rothko. Une toile, c'est quelque chose de terminé, de fini. Mais il est question de parler de l'infini. C'est aussi le langage des couleurs, qui est un langage qui est issu de la Kabbale, la mystique des couleurs. Il y a des très beaux textes là-dessus. Et par exemple, les couleurs, quand il répète à longueur de temps, on a fini par se lasser et plus lui poser la question. Mais on lui demandait, est-ce que vous êtes un coloriste? Évidemment, quand on voit les tableaux, on se dit, c'est un coloriste. Et il dit non, j'utilise les couleurs pour raconter une réalité qui est hors de moi. C'est-à-dire, je m'exprime pas. Les couleurs, souvent, expriment le peintre. Il y a des sentiments, des associations d'idées, l'amour, la haine, et ça. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est, comment dirais-je, le langage des couleurs. Les gens qui ont fait de la peinture savent qu'il y a des grammaires des couleurs. Faut pas mettre le bleu avec le vert, le jaune et tous ces trucs-là. Et il disait pas du tout. Il a fait des juxtapositions de couleurs absolument étonnantes. Parce que la couleur, comme le plastron du grand prêtre dans le temple, est une signification de l'au-delà.
Et ça, rien que ces deux choses, il y en a une dizaine, hein, mais rien que ces deux choses, je terminerai là-dessus, rendent Rothko extrêmement stupéfiant et largement incompréhensible. Parce que des gens qui connaissent le judaïsme et qui y pensent, parce que je connais des gens qui connaissent le judaïsme, mais ils y pensent pas, ils voient pas le lien, ça court pas les rues. Et donc ils se retrouvent avec une immédiateté entre la couleur et la nuée, le flou, qui les touche énormément. Et moi, je dirais, ça fait partie des choses qui sont les meilleures dans le judaïsme et qui sont intemporelles. Quelqu'un qui s'appelle Darras a écrit un texte sur, je terminerai là-dessus, sur Rothko, en disant Rothko était intemporel. C'est-à-dire qu'il a rejoint un langage qui n'avait pas, qui n'était pas daté. Il a rallié un langage où, comme un labo, ce qui est raconté avec des outils qui ne sont pas les outils qu'on a, nous, normalement. D'où un état de stupéfaction quand on voit l'étoile et la recherche de ce que ça peut bien ou signifier ou pourquoi il a utilisé ces outils. Et c'est ce qui fait qu'il est grandiose, parce que je dirais, on comprend qu'il y a quelque chose à comprendre, mais on ne comprend pas quoi. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a une pratique picturale juive chez Rothko? Une pratique picturale juive, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des signes? Il y a un tableau qui s'appelle les tentacules de la mémoire. On a l'impression que c'est un chandelier, mais pas du tout, il était abstrait. Les tentacules en plus de la mémoire, c'est-à-dire le fait qu'il est emprisonné. Non. Il n'y a aucun tableau, même dans la période réaliste, qui fait allusion à une quelconque judéité d'affichage. Et alors, pour le conforter, ce truc, il peignait avec des gens qui ont fait l'école de peinture la plus importante des États-Unis. C'était ses copains de taverne surtout, ils allaient au bistrot ensemble et tout. Pollock, de Kooning, Klein, et de quoi ils discutaient au bistrot? D'alcool et un peu de mélange de peinture. Il avait ce problème qu'ont les Juifs, mais lui, il avait là-dessus un background, c'est qu'il n'y avait personne avec qui parler de ça. Et donc, ça s'exprimait dans la peinture. C'était pas un sujet de conversation, puisque il était là-dessus inconsolable et irracontable. C'est ça. C'est une figure très très étonnante, à mon avis, qui n'aura pas de... Il a résolu le problème que Lévinas a posé dans un petit texte de 20 pages qui s'appelle Les imprévus de l'histoire. Et dans l'imprévu de l'histoire, c'est le nom du volume, et qui s'appelle La réalité de l'artiste, où il dit l'art, c'est la chose la pire qui puisse nous arriver. C'est-à-dire, il ne pousse pas à la transcendance, il pousse à la transdescendance. Il a inventé ce terme. C'est-à-dire, il nous ramène à un endroit où rien ne bouge. Et pour que ça bouge, pour que ce soit ouvert, comme le titre du livre de Lévinas, vers l'infini, et que ça échappe à la totalité, il a fait du flou et des bords flous. Donc il a travaillé sur ces problématiques, mais évidemment, il est né un an après Lévinas, et dans le même coin, mais ils ne se sont pas connus. Il y a quelque chose, en tout cas, à expérimenter quand on est devant une œuvre de Rothko. On y reviendra peut-être après, justement, parce que vous parliez de cette transdescendance, vous disiez ça. Oui, je pense que chez Rothko, cela dit, comme il a écrit Rothko, on peut être aidé par ses écrits pour comprendre justement ce qui est difficile à comprendre, ce qui nous dit qu'il recherche aussi des espèces d'émotions primitives dans ses toiles, dans sa peinture, et des pulsations comme ça primitives. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente devant les toiles de Rothko. Mais on y viendra après justement sur cette dimension de vie, de transmission du vivant dans l'œuvre. Sur cette condition juive, j'aimerais revenir justement sur celle de Chana Orloff. Il y a quand même un avant et un après dans son rapport à la matière chez Chana Orloff. Il y a et sur cet impact des pogroms, quand même, je cherche quelque chose. Je vois pas comment
on peut être la même personne avant et après les pogroms. Et dans l'atelier de la Villa Seurat, qui a été spoliée, il y a une œuvre qui reste et que Chana Orloff a décidé de laisser telle quelle. C'est la sculpture d'une femme qui a été brisée en deux, et donc la tête est séparée du corps. La tête est séparée du corps, elle le laisse comme ça. Elle a choisi de ne pas reconstruire cette œuvre, de ne pas la réparer d'une certaine manière. Donc voilà, c'est la marque de ça, c'est la marque du drame qu'il a traverse à nouveau. Et dans la Villa Seurat, il y a une conférence guidée par le petit-fils de Chana Orloff, Eric Justman, qui disait, qui répondait à une question d'une personne du public, qui disait bon, mais ça c'est quand même quelque chose de triste, ça a dû vraiment la rendre triste, et il l'a dit. Mais une fois qu'elle a traversé les pogroms et qu'elle a survécu à ça, ensuite, plus rien ne pouvait la briser, elle, quelque part. Donc, qu'est-ce que, quand même, les pogroms, alors, vous avez peut-être un autre avis, mais voilà, quel est ce rapport à l'existence qui est changé une fois qu'on a traversé ça, et quelle détermination nouvelle on a ou pas? Alors, ce qu'on peut en tout cas constater chez Chana Orloff, c'est sa capacité de rebond qui est étonnante, étonnante et admirable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces exils successifs, cette arrivée à Paris, cette nouvelle vie professionnelle qu'elle se donne, les moyens qu'elle se donne pour y arriver. Elle perd un mari qui décède de la grippe espagnole en 1919. Donc elle se retrouve femme, sculpteur, avec un enfant. Et elle va surmonter ça. Et pendant le moment de la Seconde Guerre mondiale, de nouveau, c'est la fuite, c'est l'exil. Elle arrive à partir clandestinement en Suisse. Et effectivement, elle part juste à la veille de la rafle du Veldiv. Elle est prévenue probablement par son ami fondeur, Rudier. Et puis, donc c'est l'exil en Suisse. Vous savez qu'en Suisse, elle a eu la chance de ne pas être reconduite à la frontière, de pouvoir rester. Les artistes n'avaient pas le droit de travailler. Les Suisses ont interdit aux artistes de travailler. Parce qu'ils s'étaient dit, si tous ces artistes juifs qu'on accueille travaillent, vendent leurs œuvres, ça va totalement dérégler ce petit marché intérieur. Donc elle a travaillé sans l'assentiment quelque part de la Suisse. Elle s'est débrouillée pour louer un atelier, pour continuer de travailler. Donc ce travail, à chaque fois, elle se reconstruit, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'artistes se reconstruisent dans le travail. Donc ça, c'est pendant la guerre. Et puis elle revient à Paris en 1945. Et là, de nouveau, il y a plus rien. C'est-à-dire, non seulement, vous disiez, elle a été spoliée de ses œuvres, il y a 140 œuvres qui disparaissent, mais il n'y a plus rien, puisque comme beaucoup d'autres appartements, on estime qu'il y a à peu près 40 000 appartements juifs qui ont été entièrement vidés, elle est vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sculpture, mais il n'y a plus de quoi travailler non plus, il n'y a plus de quoi dormir, il n'y a plus de casserole, il n'y a plus rien. Et là, de nouveau, résilience, rebond, elle se remet au travail, mais elle repart dans la sculpture, mais elle va repartir différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un avant, il y a un après. Il y a une très belle interview d'elle en 1946 où elle dit c'est le néant, j'ai le néant en moi. Voilà. Et donc effectivement, on ne retrouvera plus ces formes douces, lisses de l'avant-guerre. Au contraire, elle choisit un mode d'expression qui est beaucoup plus expressionniste, qui est marqué par la force du doigt. On est davantage dans le modelé que dans la taille directe. C'est un autre tournant, j'ai envie de dire, dans son travail, mais c'est le travail qui va lui permettre à chaque fois de repartir. Et une des œuvres qui incarne peut-être ce tournant, c'est Le Retour, notamment de cet homme qui est assis. On voit bien là le changement de travail dans la matière. Il me semble qu'au musée Zadkine, la note qui accompagne ça, c'est l'idée d'une matière qui est comme accidentée, mais on sent, parce que l'accident, c'est contingent, mais on sent une lutte avec la matière. Alors voilà, on sent la force des doigts, ouais. C'est-à-dire quand on parle d'expressionniste, c'est-à-dire qu'on exprime l'artiste s'exprime. Et quand on est sculpteur, on s'exprime avec les doigts dans la matière. Et effectivement, elle représente un homme. D'ailleurs, la sculpture, on ne sait pas ce qu'on voit. C'est un homme, une femme. En tout cas, on voit un être très décharné, assis, accoudé. La sculpture s'appelle Le Retour. C'est une œuvre qu'elle va effectivement faire juste après son retour à Paris. Et une œuvre qu'elle va, là aussi, garder à l'atelier
et qu'elle n'exposera que bien plus tard, 15 ans après, à la galerie Katia Granoff. Donc peut-être aussi chez quelqu'un qui a un parcours de vie proche du sien, ou en tout cas qui présente certaines similitudes et qui est peut-être en capacité de comprendre ça. Puis le temps est passé, donc il y a peut-être aussi une distance possible pour montrer une forme de colère. On voit la manière dont elle appuie ses doigts dans la matière, la colère qu'elle a pu ressentir en 1945 quand elle se remet une fois de plus au travail. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même une colère, il y a quand même une rage ou quelque chose qui nécessairement est l'impact de la violence. Mais elle en fait un moteur de création, et je pense que chez beaucoup d'artistes, finalement, les épreuves sont aussi des moments le travail permet de dépasser ces épreuves et de se reconstruire. Alors ça, c'est très intéressant, et je pense que ça fait écho à quelque chose chez vous, évidemment. Bon, donc le catalogue s'appelle Sculpter l'époque, mais il y a cette fameuse phrase de Chana Orloff qui dit je dois sculpter le néant, que je dois faire avec ça. Et j'ai trouvé une phrase en écho à cette idée dans votre livre où vous parlez de réincorporation de l'absence, et comme s'il s'agissait aussi de compenser un vide ou un néant. Et comment? Alors ça, c'est intéressant parce que vous êtes artiste, en tout cas designer. Comment est-ce qu'on fait avec le néant dans une pratique artistique? Alors la différence, c'est que je suis sur un positionnement de design où la question de l'œuvre, elle est produite avec des conditions un petit peu différentes. Donc les questions que je me posais à la période où j'ai développé ces œuvres d'art étaient pas nécessairement liées à la question du néant, mais quand même une des problématiques qui m'a beaucoup guidée à ce moment-là, c'était c'était la dialectique du visible-invisible, donc on n'est pas très loin non plus, mais que j'ai traité, j'ai beaucoup regardé des choses de l'ordre de l'enveloppe, des échafaudages qui emballent les bâtiments, de pratiques comme celle de Christo qui m'ont beaucoup nourri effectivement à une époque où le fait de cacher permet de mieux révéler. Et ça, c'est vrai que c'est une connexion à la fois intellectuelle mais aussi très intuitive et émotionnelle qui transperce certaines des œuvres qui sont dans l'ouvrage et qui passe pour moi par la notion de voile qui est à la fois quelque chose de très tactile mais qui renvoie aussi à la notion de flou qu'on évoquait tout à l'heure et qui fait partie, il y a tout un travail pour le coup là plus artistique où j'ai travaillé l'ombre par exemple et comment le flou des objets permet de dire des choses sur le quotidien, mais moi que je relis des années après me parle aussi de ma propre histoire et de ce propre vide de ce néant qu'il y avait au moins en tous les cas de ce silence qu'il y avait dans la famille autour de ces deux personnes dont on ne savait rien, c'est-à-dire que je ne savais même pas leur prénom par exemple. Oui, donc vous avez fait tout un travail de recherche généalogique et en fait, ça vous a permis de relire votre œuvre différemment. Oui, c'est des échanges avec certaines personnes, le fait de connaître un peu plus leur histoire ou des bribes de leur histoire m'ont permis de ressentir que finalement il y avait dans ces créations-là, à ma grande surprise, une forme d'inconscient juif, en tout cas d'inconscient, d'un trauma issu de la Shoah et qui habitait par moments, de manière... je pense que ça traverse ces œuvres-là de manière plus ou moins ponctuelle, mais en tous les cas de manière très sincère dans la relecture que j'en fais. Mm-hmm. Donc, vous avez justement sur les œuvres qui sollicitent le voile, par exemple, ou les pages, il me semble. Vous dites aussi le voile me hante. Donc, il y a vraiment cette dimension un peu spectrale ou de quelque chose qui hante. Vous parlez aussi des d-books et que moi j'entendais dans la phrase de Rothko dans les rectangles qui le hantent, qui est une image qui le hante. C'est quand même des images qui sont marquantes et qui sont en même temps à la fois entre le connu et l'inconnu, entre le déterminé et l'indéterminé, ce qui fait que parfois on est dans ces œuvres-là à la frontière justement, visible, invisible, achevé, inachevé, le flou, et on retrouve un peu les mêmes formes d'expression de cette réalité ou de ce passé spectral qu'il y a dans certaines de vos œuvres, mais qui sont apparues sans être comprises par vous dans un premier temps. Je ne sais pas si c'est juste, mais
que vous relisez à la lumière de ce silence, en fait. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'était des moyens plastiques ou de création pour dire peut-être quelque chose de l'ordre de l'infini et du fini aussi, sans le savoir. Mais c'était pas effectivement le propos initial qui a donné vie à l'œuvre, en tous les cas de manière consciente. Et en fait, j'aimerais bien revenir sur autre chose parce qu'on a parlé là de résilience, mais parfois, il me semble qu'il y a des conditions dans lesquelles la production artistique n'est pas possible, donc des conditions matérielles, mais des conditions psychologiques aussi. Il y a des moments où les artistes s'arrêtent et ne peuvent pas créer, ou des moments où les artistes somatisent. Dans votre œuvre, dans votre livre, vous parlez régulièrement des somatisations qui vont avec certaines créations. Donc il y a comme un obstacle parfois physique à certaines créations. Marc Rothko, il s'est arrêté de peindre pour écrire un livre. Il y a eu cette parenthèse-là. Chana Orloff, d'après ce que j'ai cru comprendre de son petit-fils, il y a eu des moments rares, mais il y a eu des moments où elle ne pouvait pas, malgré tout, sculpter. Donc ça veut dire que l'art n'est pas d'emblée nécessairement un refuge. Il y a des moments où on peut... L'art n'est peut-être pas un refuge, peut-être qu'il peut être une forme pour ces artistes, un peu de dépassement. En tout cas chez Chana Orloff. Les moments où elle ne travaille pas sont assez rares. C'est vraiment des moments où elle est dans des contingences matérielles, où elle ne peut pas travailler, par exemple. Elle arrive au mois de décembre à Genève et je crois que c'est en février ou mars, elle recommence à travailler. Donc les interruptions sont quand même très courtes. Pareil, entre la date du retour à Paris et la date de l'œuvre qu'elle intitule Le Retour, il y a très peu de temps. Donc je crois que là, c'est propre à chaque individu. Voilà, là, on vient de parler du parcours de Chana Orloff. Elle avait un compagnon de voyage, si je puis dire, avec lequel elle passe clandestinement en Suisse, qui s'appelait Georges Kars, qui était peintre, qui est de la même génération qu'elle, avec un parcours, on va dire, assez similaire. Et Georges Kars, lui, n'arrivera plus quasiment à travailler à partir du moment où il sera en Suisse et il décidera de mettre fin à ses jours en 1945, quand il apprend des informations sur la libération du camp d'Auschwitz. Donc, chacun a réagi comme il a pu, j'ai envie de dire, et peut-être que dans sa résilience à Chana Orloff, c'est aussi parce qu'elle était mère et qu'elle sentait une forme d'amour, de responsabilité qui l'avait amenée à dépasser systématiquement les épreuves qu'elle a rencontrées, que ce soit la mort de son mari de la grippe espagnole, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit son départ de Paris, que ce soit son retour, la spoliation de l'atelier, recommencer. Quand elle retourne en Israël, elle fait des œuvres pour la Histadrout, pour les syndicats ouvriers, pour l'autonomie agricole, et elle fait des femmes monumentales aussi, avec une forme de solidité comme ça, dans des poses que apparemment on pourrait pas tenir dans la réalité, mais dans la sculpture on peut. C'est-à-dire que l'image du pionnier est une image de pionnière. Oui. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui, et en fait, le renouvellement passe aussi par cette nouvelle force. Moi, je sais pas si je pense qu'elle en retire une espèce de force morale. Il y a une positivité, en tout cas. Et chez Rothko aussi, il y a une dramaturgie chez Rothko. Il y a la volonté d'enfermer la violence dans des cadres. Et puis, parallèlement, il y a cette volonté aussi de retrouver ces émotions primitives, vibratoire ou une pulsion picturale comme ça quand on est devant les œuvres qui nous submergent. Pour les œuvres classiques colorées, oui. Mais il était intemporel. Il lisait de la philo, il lisait Platon, qui n'est pas son contemporain le plus proche. Il lisait Nietzsche aussi, et Kierkegaard, Origine de la tragédie, oui. Et il peignait. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'était ses lectures. Il ne lisait que les bouquins dont il avait le sentiment que ça lui serait utile pour peindre. Mais le fait d'être intemporel, d'avoir rejoint en peinture, parce qu'il a toujours été intemporel, il a toujours été... ce qui fait d'ailleurs que les non-juifs peuvent remplir les musées, parce que sinon, c'est une histoire de musée juif. Donc, on peut le traiter comme une déclinaison de sa personnalité juive. Mais quand je vois les expos qu'il y a dans le monde entier, c'est incroyable, il y a des expos dans les endroits où il n'y a pas un juif. Donc, il est et intemporel et
anachronique d'une certaine façon, parce qu'il va puiser ses langages avant la rupture de 46-47, que ce soit les mythologies. Il cherchait des langages universels. Ces langages universels, la mythologie n'est pas un langage juif. Le surréalisme non plus. Donc il était en quête d'une manière de raconter tout le temps la même chose, ce qui le tourmentait, avec des outils, souvent qui étaient ceux que lui apportaient les voisins. Il y a eu des surréalistes aux États-Unis pendant la guerre. Il a copié les surréalistes. Il y avait des peintres qui discutaient aux États-Unis à l'époque, un peu avant, du rôle de la mythologie. Il a fait des tableaux très étranges avec des figures mythologiques. Donc en fait, il était en quête du moyen de raconter un tourment et intemporel, un tourment juif, un tourment que le judaïsme sait traiter, et parce qu'il a l'habitude, c'est triste de le dire, mais il est entraîné pour ça. Un tableau serait attribué à un événement qui lui est arrivé. On pense que c'est un très très grand tableau, c'est l'époque où il commence à faire des grands formats. Il y a quelque chose qui ressemble à un homme, et quelque chose qui c'est surréaliste. Il y a quelque chose qui ressemble à une femme, et ils ont l'air très heureux. Ce serait le moment où il vient de se remarier avec sa nouvelle femme. Donc c'est un cadeau qui fait un redémarrage de sa vie avec une nouvelle femme. C'est pas du tout le titre qu'il a donné. Le tableau s'appelle Swirl, c'est-à-dire lent mouvement autour de la mer, devant la mer. Oui. Et donc, il y a quelque chose, je terminerai là-dessus parce que ça nous embarquerait dans des trucs ailleurs. J'ai fait un film sur Benny Lévy, et que j'avais bien connu, mais quand on fait un film, 2 ans et demi, on se pose la question de quoi raconter. Parce que je ne peux pas faire un film en disant je l'ai bien connu. Tout le monde s'en fout. Et donc, j'espère que tout le monde s'en fout. Et à ce moment-là, la question qui se posait, c'est où est-ce qu'il est allé? Et donc, j'ai mis à la fin du film qu'il est allé là où il est enfin immobile. Il a vécu une vie dans le mouvement, il a vécu une vie de gauchiste, donc agité comme c'est pas permis. Et un jour, arrivé à Jérusalem, il s'est posé et il a dit « Je ne bouge plus ». Rothko ne bougeait plus depuis sa naissance. C'est-à-dire il est entré dans une tradition. Cette tradition, elle permet à tous d'entrer dans ces toiles sans les déchiffrer, mais d'entrer dans ces toiles. Si Rothko avait pas existé, on n'aurait pas d'œuvres picturales issues du judaïsme. On aurait des œuvres picturales juives. Alors, disons qu'il n'y a pas de progrès, mais il y a des modifications, parce qu'il y a des décisions quand même parfois qui réorientent une quête artistique, il me semble. Notamment le passage, il y a quand même ce passage à l'abstraction. Je ne sais pas si c'est pas un progrès, mais c'est une modification de la quête artistique. Il y a la différence de rapport à la matière chez Chana Orloff. Et vous, Aurélie Mossé, maintenant que vous avez relu votre propre œuvre, à la lumière d'un savoir qui était refoulé, comment est-ce que, maintenant que vous avez ce savoir qui n'est plus refoulé d'une certaine manière, comment est-ce que vous êtes engagé dans votre pratique artistique ou de design? Alors, je pense qu'au moment où je rédigeais cette réflexion-là, j'étais dans une phase de transition dans la matérialité de ce que je faisais, qui était liée à des problématiques de recherche, puisque je me suis mise à travailler des matériaux à comportement, des matériaux actifs qui changent de forme, changent de couleur, donc une forme de dynamisme de la matière. Donc au moment où ces choses devenaient conscientes, après je n'y ai pas fait forcément, enfin en tous les cas sur le moment c'était pas quelque chose de lisible, mais c'est aussi un recul que j'ai pris après, c'est-à-dire au moment où il y a une mémoire qui réémerge, qui s'incorpore et qui devient vivante, la matérialité de mes recherches, de mes créations, elle-même s'anime jusqu'à maintenant, effectivement travailler avec la matière vivante, puisqu'un certain nombre de mes recherches me mènent à travailler avec des bactéries et d'essayer de comprendre comment on façonne des matériaux, des objets en collaboration avec le monde bactérien.
C'est très intéressant parce que ça rejoint un peu vraiment la phrase de Rothko sur les émotions primitives. Les bactéries, ça me fait penser à cette soupe primitive originelle. Il voulait utiliser l'abstraction, dit-il, hein, ouais. pour dire simplement des choses complexes. Oui. Alors évidemment, quand on lit cette phrase, on est piégé parce que c'est simple, parce qu'il n'y a rien à gratter, c'est-à-dire il y a de la couleur sur des toiles. Mais qu'est-ce qui est complexe? Complexe, c'est que son propos n'est pas un propos de coloriste, n'est pas un propos. Et donc le fait d'agencer avec des outils simples quelque chose. Il le donne à un moment dans une conférence qui s'appelle la conférence donnée au Pratt Institute, où il dit, dans un tableau, il faut qu'il y ait de l'émotion, et il répète 4 fois, et le sentiment de la mort. Donc, voilà comment il décrit le travail qu'il fait. C'est-à-dire, il dit pas, faut qu'il y ait des couleurs, faut qu'il y ait ceci. Vous savez qu'il a retiré les couleurs dans la dernière partie. Oui. Il les a retirées parce que il avait peur, ce qui est arrivé d'ailleurs, de finir décoratif. Et pour lui, c'était l'humiliation suprême. C'est-à-dire, les gens qui achetaient les tableaux de Rothko, s'ils les planquaient pas dans une banque, ils les accrochaient dans le salon. Parce que c'est beau, hein, Rothko. Moi, j'ai pas de vrai Rothko, mais j'ai un calendrier que j'ai acheté un jour en Suisse, qui est grand comme ça. Donc ça, j'ai pu le mettre sous verre et quelques Rothko. Et ça habille un endroit. Donc, et il avait peur de ça. Enfin, il avait peur. Ça lui plaisait pas du tout. Et en enlevant la couleur, il imaginait que ce qu'il avait à dire serait beaucoup plus pertinent sans les couleurs. Et il est allé au-delà de ça. Lorsqu'il a fait la série des Black and Grey, qui était destinée à être accrochée avec Giacometti pour l'UNESCO. Ça s'est pas fait, mais quand on voit les Giacometti dans la 11e salle, je crois, ou la 10e... Ouais, à la fin de l'exposition, c'est grandiose. C'est incroyable, incroyable. Mais c'était un espoir qu'il avait, une demande. C'est très intéressant parce que justement, le dernier point qu'on peut aborder, mais qui me semble faire un lien aussi, parce que entre la mort et le vivant, parce que qu'est-ce qui est complexe, exprimer le complexe par l'abstraction, par le simple, c'est l'émergence du vivant justement. Et quand Chana Orloff est devant l'idée qu'elle doit sculpter le néant, c'est-à-dire qu'elle faire réémerger le vivant à partir de ce néant. Chez vous aussi, il y a cette idée les bactéries. Je pense que c'est vraiment le vivant primitif. Et donc quelque part, il y a des conjurations de la mort dans la pratique artistique. Il y a à la fois une manière de communiquer la mort et une manière de la dépasser. Exactement. Ouais. À la perspective de la vie. Je crois que c'est un moteur. Il y a la perspective de la vie qui est un peu une forme de moteur. On pourrait parler de moteur pour il le résume bien, Rothko, dans une phrase. C'était un monsieur très sibyllin. Parce que comme il était extrêmement cultivé, il savait que les 3/4 des trucs qu'il racontait à ses collègues de peinture, c'est-à-dire Pollock, Klein, enfin ceux que j'ai cités, leur passaient complètement au-dessus de la tête, parce qu'ils étaient des peintres, pas des intellectuels. C'est pas souvent des intellectuels, les peintres. Et il a cité Turner, parce qu'il s'est dit comme ça, au moins, je vais pas pouvoir... D'abord, il adorait Turner. Et surtout, si Turner l'a dit, je peux me l'approprier. Et il a dit, j'aimerais peindre comme Turner, le rien est très ressemblant. Et donc, la partie positive, c'est le très ressemblant. Mais la partie négative, c'est le rien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer sur ces points-là. Merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir répondu à nos questions. Je me permets donc de vous rappeler pourquoi nous parlions notamment de Rothko et de Chana Orloff et du livre d'Aurélie Mossé. Donc il y a l'exposition Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton, mais on peut également voir la projection de votre film consacré à Marc Rothko le 30 décembre au Cercle Bernard Lazare. Le 30 janvier au Cercle Bernard Lazare et le 8 au Centre Mahayan. Concernant Chana Orloff, il est possible, il y a une grande actualité. Il y a évidemment l'installation consacrée à l'enfant Didi, l'œuvre spoliée et récupérée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a évidemment l'atelier Chana Orloff à la Villa Seurat et l'exposition consacrée à Chana Orloff au Musée Zadkine. Enfin, on peut retrouver
les œuvres, quelques œuvres d'Aurélie Mossé dans son livre qui accompagne ses œuvres avec des écrits qui s'appelle L'accent fantôme et autres impressions séfarades aux presses universitaires de Vincennes. Merci beaucoup.